Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Alors en ces temps de forte canicule, je vous invite à reprendre la visite du château de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Nous allons pouvoir profiter des souterrains avec leur fraîcheur, leur humidité, leur obscurité, au lieu de ce soleil implacable qui nous prend la tête. Alors comme vous le savez tous, et surtout pour toi qui me vois pour la première fois, j'ai besoin de vous pour faire avancer la chaîne. Alors si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à parler de mon contenu à tes amis et à liker. Je t'en remercie d'avance. Alors pour cette visite du château de Dinan, en première partie, nous avions évoqué la tour Coëtken avec ses salles d'armes et sa plateforme d'artillerie. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la tour ducale, qui est l'organe du pouvoir seigneurial, le pouvoir politique et militaire du duc. La tour ducale. Et c'est après ça Après avoir visité la tour Coëtken, donc la tour d'artillerie dans le précédent épisode, nous allons à présent continuer au niveau du rez-de-chaussée dans le souterrain Mercœur. Alors le souterrain Mercœur, c'est en réalité une gaine militaire qui passe à l'intérieur du rempart pour aller d'un point à un autre du château en toute sécurité, puisque les hommes sont à l'abri du feu des assaillants extérieurs. Alors au bout du souterrain, nous arrivons aux deux tours lambaudées qui constituent le châtelet d'entrée du château. Et nous voici donc à gauche à la sortie du château et à droite vers l'intérieur de la ville de Dinan. Et voici dans une des tours lambaudées la casemate d'artillerie d'où l'on peut tirer sur l'extérieur. Alors évidemment on tire d'abord avec des arcs et des arbalètes et ensuite à partir du 15e siècle avec les ancêtres de l'arquebuse. En continuant le souterrain Mercœur, nous arrivons aux douves sèches autour de la tour ducale. Donc la tour ducale, c'est la seconde tour, celle qui recèle les instruments de gouvernement du duc de Bretagne. Alors nous pénétrons dans la tour ducale par le rez-de-chaussée. A noter que des aménagements ultérieurs ont fait déboucher la douve sèche sur le parking, ce qui est complètement absurde. Après avoir pu observer la grandeur des remparts, nous voilà à l'entrée de la tour ducale au rez-de-chaussée. Et nous arrivons tout de suite dans les cuisines en descendant à l'escalier. À noter donc une très grande cheminée avec auparavant une alvéole pour un four à pâtisserie et un four à pain. Alors évidemment, comme dans toutes les cuisines des châteaux médiévaux, il n'y a aucune trace de boiserie ou de charpente en bois. En effet, le toit est entièrement constitué d'appareils en pierre. Alors ici, on a déposé quelques ustensiles de cuisine et poteries diverses. Et évidemment, il y a un puits. Un puits qui permet aux cuistots de s'approvisionner en eau. À noter que dans tout château, l'approvisionnement en eau est absolument obligatoire, soit par un puits, soit par un système de citernes qui recueille les eaux pluviales. Alors à côté de la cuisine, il y a des latrines. Alors évidemment, attention l'hygiène. Lorsque l'on remonte l'escalier, on découvre un petit hall avec un volet rabattable qui permet de passer les plats dans la salle du banquet. Cela fait penser à l'ancêtre des petits ascenseurs que l'on trouve dans les restaurants, où effectivement les cuisines sont en sous-sol et les salles du restaurant, les salles à manger au rez-de-chaussée, voire au premier étage. On voit bien les grands clous de forge qui sont retournés après avoir traversé le volet rabattable en chaîne. Ce dispositif dénote une certaine modernité. Mais nous sommes au 15e siècle. Alors la salle du banquet, avec sa très grande cheminée, ses tentures, ses grandes alvéoles avec les grandes fenêtres, qui datent évidemment du début de la Renaissance. Grandes fenêtres qui ont été édifiées à partir du 15e, 16e siècle. Dans la grande salle du banquet,
le seigneur va pouvoir recevoir ses invités ainsi que ses fidèles. À côté de la salle du banquet, donc qui est au premier étage, nous découvrons un corps de garde, une salle avec quelques gardes qui peuvent jeter des pierres et d'autres produits agressifs au-dessus de l'entrée sur d'éventuels assaillants. Trous que l'on appelle des assommoirs pour jeter des pierres. À côté de la salle du banquet se trouve la chapelle où le Seigneur peut prier et implorer Dieu. N'oublions pas que la foi est un élément déterminant de la vie au Moyen-Âge. Le salut de son âme est déterminant. Chapelle qui est réservée à l'usage privatif du Seigneur et de sa famille et de ses proches. À noter sur les pierres, des gravures ne sont que des marques de tâcherons. C'est-à-dire que quand le château a été édifié par des maîtres tailleurs de pierre, chaque tailleur de pierre va graver sur la pierre son signe qui lui permettra de prouver la fabrication de la pierre par ses bons soins et d'être ainsi payé. Nous voici à présent au premier étage dans la grande salle de réception du duc. Le duc va ici recevoir les émissaires du royaume et va pouvoir rendre justice et imposer sa politique. Ces tentures avec miniatures du XVe siècle sont extrêmement vivantes. Et à présent, voici dans une salle pleine de lumière le trône ducal, juste devant la cheminée. C'est le trône du maître, le trône du duc. À noter que sur une tenture, l'on peut voir un scribe, un secrétaire, qui va prendre en compte et consigner toutes les paroles de son seigneur, ainsi que un chien, d'un côté un chien de chasse, et de l'autre côté un rapace, un faucon. Cela prouve que les nobles aiment s'adonner à la chasse. En arrière-plan, des gardes armés de couteaux de brèche. Les deux gardes sont quasiment en civil. Ils ne portent pas de vêtements de métal. Ils ont chacun une toque et un chapelle et portent des hoquetons ou des gippons, c'est-à-dire des vêtements rembourrés pour seule protection. Et remarquez toujours le doigt du commandement, l'index, qui désigne une personne. Une autre tenture avec encore le duc de Bretagne, entouré de ses fidèles, qui mettent le genou à terre pour prouver leur lien de vassalité. Le duc est assis sur son trône avec une tenture imprimée du ver, VAIR évidemment, qui est le symbole héraldique de la Bretagne. Vous noterez que le duc présente son épée à lame nue à son vassal, qui est donc en train de passer un serment d'allégeance. Et vous noterez également le très jeune âge du duc. Ensuite, nous passons dans la chambre du seigneur, dans la chambre ducale, avec toujours beaucoup de lumière grâce aux alvéoles et aux fenêtres à meneaux, et beaucoup de tentures. Et bien sûr, toujours une cheminée pour chauffer l'ensemble. À noter que les plafonds sont extrêmement hauts et que l'ensemble dénote un certain confort. Nous sommes dans un château du XVe siècle, donc évidemment beaucoup plus aéré, beaucoup plus confortable et certainement un peu plus chaud que les sinistres forteresses du XIIIe siècle. Ici, des enluminures avec des scènes de chasse, où l'on voit donc la suite du duc qui lui est à cheval, avec des lances et la meute de chiens. Dans cette enluminure très vivante, on pourrait presque imaginer les aboiements, les cris de la suite du duc, les hennissements du cheval et toute l'activité de la meute de chasse. Une autre tenture où l'on remarque que les fidèles du duc, sa suite, les gens qui lui rendent hommage, portent un soin considérable aux chiens.
on voit que certains personnages examinent les pattes des chiens, leur retirent certainement des épines après la chasse, et on remarque également que les chiens sont flattés, sont caressés, que l'on s'occupe de leurs pattes, de leurs éventuelles blessures, et qu'on porte énormément d'attention à leur dentition. Une scène que je trouve extrêmement pittoresque et qui rend vraiment vivante les suites de la chasse faite par le duc. Après le deuxième étage, nous montons au troisième étage. Et là, nous sommes dans la sphère militaire. Nous sommes dans la salle des gardes. Évidemment, la salle où les militaires se retrouvent pour assurer la garde du donjon. Et nous revoici donc à descendre et à retrouver la haute cour en ayant franchi la douve sèche. À présent, la visite du château est terminée et nous allons pouvoir sortir tout en admirant toujours les défenses du donjon, donc de la tour ducale, avec son étendard qui flotte au vent. Étendard avec les armes de la ville de Dinan en bas et en haut le vert, le symbole héraldique de la Bretagne. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et je pense que dans les prochaines vidéos, je vais reprendre le travail à la forge. Parce que le travail de l'acier, la fabrication des armes médiévales et la proximité du feu me manquent énormément. À présent que je me retrouve enfin en bonne santé. Portez-vous bien et gardez-vous bien de ce soleil implacable qui nous cloue au sol. Et comme tu le sais l'histoire, c'est toi qui l'as fait.